Bull est une société profondément européenne. Elle est née européenne. Elle a été fondée par un Finlandais avec des capitaux, si je me souviens bien, des capitaux suisses et allemands. Et elle a été fondée en France. Donc elle est née il y a 80 ans, vraiment européenne. Et depuis, chaque jour, elle est encore plus européenne. Alors, donc cet ADN qui est en nous, il s'illustre par des succès, par des machines que l'on a implantées, donc en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, et un développement continuel de ces implantations. On a donc aux côtés du CEA, puis aux côtés de Gency, qui sont deux partenaires absolument clés pour nous. On a mis en place des machines importantes, et on est maintenant aussi on continue avec le même type d'engagement dans le secteur de la météorologie, qui nous apparaît comme un secteur très important pour l'Europe. Donc cet engagement européen, il se traduit par des efforts en R&D très importants. C'est 600 chercheurs en Europe. On a parlé des 2500 chercheurs utilisateurs des machines tout à l'heure. Nous, c'est 600 chercheurs derrière pour pouvoir concevoir ces machines que vous utilisez derrière. Donc, et dans ces efforts de recherche, il y a bien sûr des efforts de recherche très importants sur la fiabilité, sur l'accessibilité, l'utilisation ou l'utilisabilité de la machine. Et de façon à... On n'est pas engagé dans une course à la plus grosse machine, on est engagé dans une course à la machine la plus utilisable pour les chercheurs, c'est-à-dire la plus facile à utiliser, la plus... qui puisse se paramétrer le plus facilement, et donc avec un rendement important. Et ces 600 chercheurs, où sont-ils? Ils sont partout en Europe? Alors ils sont un petit peu partout en Europe, fortement basés en France, en région parisienne, du côté de Grenoble, et puis on a aussi des centres de recherche très appliqués du côté d'Angers. Comment est-ce qu'on pourrait favoriser encore plus la recherche en France? Pour aller plus loin, alors il y a la recherche dans le domaine des machines, et il y a la recherche dans l'utilisation des machines. Donc, je pense que déjà, ce qu'il faut essayer de faire, c'est démocratiser le plus possible cette utilisation. Donc, c'est entrer dans ce cercle, j'ai envie de dire, cercle vertueux de l'innovation, dans lequel on a une machine qui permet de faire de l'innovation, qui permet donc de produire de nouvelles inventions et qui va nous donner des capacités supplémentaires pour continuer à développer. Donc tous nos outils sont là justement pour aider cette innovation et rentrer dans cette dynamique. Donc voilà comment on peut aller plus loin. Voilà comment on va aller plus loin. Pour nous, la recherche est un petit peu dans notre ADN, l'innovation. Et on le dit en toute humilité, parce que c'est quelque chose qui, comme vous le savez, au cours de la vie d'IBM, vous manquez un shift technologique et vous pouvez mourir. C'est ce qui a failli se passer en 1992, comme vous le savez. Et depuis, c'est une des choses essentielles, qui est que cette entreprise fait quelque chose comme 6 milliards de dollars de recherche et développement d'investissement chaque année. Et quelle que soit la conjoncture, Il y a aussi à l'intérieur d'IBM, Alain Fuchs, un espèce de CNRS privé qui est vraisemblablement un laboratoire sympa de 3000 chercheurs et qui est assez efficient en termes notamment de développement de brevets. Donc, et il est lié évidemment à 12 centres de recherche et développement. Et pour nous, le calcul intensif a été extrêmement important. Ça a été, je dirais, un stimulateur très très fort pour la recherche. Et alors c'est vrai que
on essaye de rester numéro 1 dans le monde du HPC, au classement du top 500. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'ordinateur du Lawrence Livermore National Lab qui est sans doute la plus grosse machine, d'après ce que l'on me dit. Mais on est aussi très très fiers de collaborer en Europe. Ma collègue allemande vient de faire la livraison du supercalculateur du LRZ à Munich, qui est un système PRACE, et dont l'organisation que vous présidez, Catherine. Mais c'est vrai que ça nous aiguillonne avec un peu plus encore de modestie, parce que le vrai sujet sur lequel il nous faut travailler, nous les industriels, alors c'est extraordinaire de voir les codes et les choses que l'on fait, notamment dans le domaine de la combustion, de la simulation d'une flamme qu'on vient de voir, qui est extraordinaire. Mais imaginez que l'efficacité énergétique devient franchement le sujet le plus important qui nous occupe à nous, IBM. On ne voudrait pas avoir une centrale nucléaire derrière chaque supercalculateur. Enfin, Monsieur Bigot, avec tout le respect que nous vous devons, mais c'est quand même pas l'objectif à atteindre. Mais si on commence à regarder, à passer du pétaflopique, c'est-à-dire 10 puissance 15 à 10 puissance 18, et si on admet que la puissance énergétique va être linéaire, ce qui n'est pas évident, on admet qu'on va donc multiplier par 1000, on y sera. Ça sera une tranche de centrale nucléaire avec les systèmes d'aujourd'hui. Donc, c'est bien entendu pas possible. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour éviter qu'on en arrive là. Alors, c'est une des choses que nous faisons. Nous essayons de spécialiser en réalité chacun de ces calculateurs. Alors, il y en a 6, bientôt 6, disons 6, puisque Barcelone est le 6e dans PRACE. On a l'honneur, c'est juste un honneur de collaborer à 4 de ces 6. Comme vous le savez, le LRZ de Munich dont je viens de parler, mais aussi maintenant le dernier de Barcelone. Et c'est vrai que l'efficacité énergétique, c'est une des façons de travailler, notamment sur une technologie qu'on vient de mettre en place au LRZ, qui est le Energy Aware Scheduling, qui aborde du refroidissement à eau chaude. C'est-à-dire, c'est assez étonnant, mais il faut que ce soit empreint de développement durable. Et donc, c'est de l'eau chaude qui refroidit le calculateur. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire des horloges qui varient, et qui varient en fonction des besoins, justement, de façon à limiter les besoins énergétiques. On le fait aussi, j'ai vu en Italie avec Ceneca et Jülich, en Allemagne, dans le domaine des basses consommations. Et je sais que le Blue Gene, qui est utilisé notamment au Gen-C, est une des machines qui consomme le moins, avec 2 gigaflops par watt. Vous voyez. Donc aujourd'hui, alors qu'on a des idées de microprocesseurs qui sont maintenant avec de l'optronique, de façon à pouvoir aller encore plus vite et évidemment à plus basse consommation, c'est ce que nous cherchons en ce moment, nous avons aussi besoin de faire beaucoup de plomberie, et de façon à précisément avoir cette efficacité énergétique qui est absolument essentielle. Donc nous allons le continuer. Je voulais juste donner quelques exemples. Un des points qui nous passionne aussi dans les partenariats dont vous parlez, et nous sommes convaincus que le HPC est un outil de compétitivité pour un pays, plus que convaincus. C'est aussi un outil de compétitivité pour l'Europe. Je voulais dire à notre directeur européen qui a parlé de l'Europe dans un outil stratégique, ce qui a beaucoup m'a frappé, puisque je suis une compagnie IBM européenne. Si on veut bien le voir comme ça, monsieur le directeur, parce que nous avons à peu près 100 000 Européens, c'est-à-dire bien plus du tiers dont on parle. Enfin, allez, presque le tiers des IBMers sont européens, on en est très fiers. On investit, bon an, mal an, sur le continent européen de l'ordre de 500 millions de dollars à 1 milliard, selon les années. Nous avons des collaborations avec l'ensemble des universités, évidemment, et de recherche. Et c'est très important. La dernière collaboration, très intéressante, c'est l'université, peut-être que vous avez entendu parler de ça, l'université de Daresbury, sur lequel, près de Liverpool, franchement, ce n'était pas un cluster gagné d'avance. Quand on pense évidemment à Oxford et Cambridge, mais là on parle de Daresbury à Liverpool, et où on a mutualisé un système, une espèce de système de HPC pour vraiment mettre en œuvre ces calculs intensifs, et notamment pour les PME-PMI.
Le CR, et on en a déjà parlé un petit peu, est un laboratoire spécialisé pour les développements de l'exascale. Cela fait 3 ans que nous travaillons au sein de ce laboratoire, et ce laboratoire est un partenariat public-privé, dans lequel font partie bien sûr le CEA, le GENSI, bon anniversaire Catherine, et aussi l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 3 ans, nous travaillons sur l'exascale, donc c'est déjà du quotidien pour des machines et des applicatifs, des logiciels qui seront effectifs, qui se rejoindront à la fin de cette décennie. Donc la stratégie d'Intel sur le HPC, notamment sur l'exascale, est comme la plupart de nos activités, une stratégie de partenariat fort. Nous voyons dans le HPC en fait 2 sources de matières premières. Une première matière première qui est la puissance de calcul. On l'a vu tout à l'heure, elle peut se mesurer par un nombre de cœurs, par exemple. Nous sommes aujourd'hui, notamment dans la machine Curie que Bull a installée, sur des classes de machines d'environ 100 000 cœurs, un petit peu plus de 100 000 cœurs. Au niveau de l'exascale, nous passerons à des machines de plusieurs millions de cœurs. En termes de cœurs, de les mettre les uns à côté des autres, c'est un métier qui est extrêmement difficile, mais ça, je pense que nous maîtrisons. Par contre, pour rendre tous ces cœurs disponibles à un seul logiciel, à un applicatif, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut avoir de multiples compétences, et c'est la deuxième matière première, c'est le monde de l'applicatif. Aujourd'hui, il y a très peu d'applications qui savent tirer profit d'une machine de plus de 100 000 cœurs de manière monolithique, c'est-à-dire qu'elles utilisent toute la puissance de la machine. Quand on va passer à plusieurs millions de cœurs, il faut vraiment travailler dessus pour permettre à ce monde de l'applicatif de fonctionner. Donc, dans ce lab, c'est ce que nous faisons avec des grandes applications, on va dire, industrielles, mais aussi on travaille sur les outils de développement, on travaille sur les outils d'optimisation pour s'assurer que quand les machines seront disponibles, les applications en fin de décennie seront en tirer profit. Alors ça, c'est les objectifs, mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ce lab, ce sont aussi des gens, des ingénieurs, des doctorants. On a à peu près 25 personnes de haut niveau qui travaillent depuis près de 3 ans, et encore pour les années à venir, sur ces problématiques de permettre d'atteindre l'exascale sur des machines hardware, mais aussi de pouvoir en tirer profit au niveau de l'applicatif. Donc ça, c'est intéressant. Il y a énormément de liens aussi avec nos laboratoires de recherche au niveau des processeurs, pour s'assurer qu'on développe des processeurs qui pourront tirer profit des algorithmes qui seront dans ces applications. Donc c'est presque du donnant-donnant. On donne beaucoup de visibilité à ce qu'il y aura dans les cœurs, et notamment comment ils seront interconnectés, mais en échange, on a de la visibilité sur les grandes applications qui pourront en tirer profit. Autre stratégie du monde du HPC, c'est notre stratégie à travers des partenariats, c'est aussi de doper la compétitivité, pas uniquement des laboratoires de recherche ou des grandes industries, mais du tissu de PME que nous avons en France. Avec le GENSI, on est très fiers de pouvoir mettre à disposition de la puissance de calcul, pas uniquement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME. Il y a un exemple ici qui est une des premières qui a participé et qui a tiré profit du programme HPC PME, donc la société Danielson, qui est située à Magny-Cours et qui a fait énormément de simulations, qui a d'abord participé et bénéficié de cette puissance de calcul, ce qui lui a permis d'affiner des modèles, de passer de modèles de simulation 2D à simulation 3D, et après a pu être conseillé pour l'acquisition de son propre matériel. Donc c'est une success story, il y en a bien d'autres, mais c'est important aussi de pouvoir mettre le calcul à haute performance à la disposition du tissu industriel français par-delà ces grandes entreprises. J'en terminerai en sortant un petit peu de la France. Notre stratégie européenne, comme j'ai pu l'expliciter, est tout à fait basée sur des partenariats, exactement de la même manière que pour le HPC plus local dont on a pu parler. Intel est un acteur présent dans le tissu de recherche européen,
En France, nous avons à peu près 800 ingénieurs. Il y en a plusieurs milliers au niveau européen. Des labs comme le CER, nous en avons plusieurs et nous essayons de les faire travailler ensemble. Chacun a un petit peu sa spécificité. Nous avons 3 labs HPC spécialisés dans le HPC en partenariat avec d'autres universités ou d'autres industriels en Allemagne, en Espagne et en Belgique, pour créer en fait un maillage de recherche au niveau européen et qu'il puisse y avoir beaucoup d'échanges. Nous nous impliquons aussi bien sûr dans les programmes de recherche européens, FP7 et il y en a d'autres, PRACE bien sûr. Et enfin, dans le développement des compétences, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous avons un partenariat avec le CERN, c'est juste un exemple, mais nous en avons d'autres au niveau universitaire. Celui du CERN est intéressant parce qu'il prépare à des doctorants plus pour le monde industriel, pour l'industrie, plutôt que le monde purement scientifique ou académique. Donc c'est quelque chose que nous sommes très fiers parce que ça prépare aux futurs chercheurs mais qui seront embauchés par toutes les sociétés européennes qui, nous souhaitons, continueront d'être partenaires au sein de nos activités du HPC.